Vous écoutez Singulière Pluriel, épisode 5. Bienvenue dans l'univers de Singulière Pluriel, le podcast des femmes qui redéfinissent l'entrepreneuriat par-delà les conventions de la neuroconformité. Je suis Marie-Laure Bourgeois et à chaque épisode, je vous propose d'explorer le monde incroyable de l'entrepreneuriat au féminin. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages de chefs d'entreprise qui cassent les codes de leur profession et qui expriment différemment leurs talents au quotidien. Vous entendrez aussi des mots doux, des billets d'humeur, des discussions thématiques et parfois même des digressions poétiques. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Eva Mousset. Bonjour Eva. Bonjour Marie-Laure. Alors Eva, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Tu arrives ici avec de nombreuses casquettes et chacune raconte une partie fascinante de ton parcours. Il y a ta casquette d'entrepreneur en tant que créatrice de Nel et Tao, cette marque de vêtements conçue pour répondre aux besoins spécifiques des personnes ayant des troubles tactiles. Il y a aussi ta casquette de maman d'un petit garçon extraordinaire qui t'a toujours beaucoup inspiré et donné l'élan pour créer ces vêtements différents. Et enfin, il y a ta casquette de femme créative et atypique, au parcours tout aussi unique. Comédienne, clown de théâtre, conseillère en insertion professionnelle, art-thérapeute, monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée et aujourd'hui à la tête de Nel et Tao. Ces expériences t'ont amené à explorer des univers variés comme l'art, l'expression de soi, les maladies psychiques, le handicap visible et invisible, la neurodiversité, l'éducation Montessori ou encore l'écologie et le design social. Tu es l'exemple typique de ces femmes atypiques, hyper et multi, qui vivent et s'expriment avec intensité, passion et personnalité. Ton parcours et tes réflexions sont une source d'inspiration et c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour en parler. Alors Eva, est-ce que j'ai bien tout résumé ou y a-t-il des choses que tu aimerais ajouter pour compléter cette présentation ? Non, j'ajoute rien, j'aurais même enlevé des choses. Moi, j'aurais pas mis tout ça, mais en fait, non, c'est juste, ça fait bizarre de l'entendre comme ça, en fait. Voilà, d'entendre un peu, c'est mon parcours. C'est récemment j'ai réalisé que j'avais fait tout ça, et je pense qu'il y a encore d'autres choses, mais bon, voilà, t'as dit vraiment l'essentiel. Bon, on reparlera de Nel et Tao un tout petit peu plus tard, mais j'aimerais qu'on revienne justement sur ce parcours. Tu as exercé de multiples professions, parfois plusieurs en même temps. Et quand on passe du théâtre à l'insertion pro, de la couture à l'accompagnement du handicap, il faut de nombreuses compétences différentes. Est-ce que tu as suivi des formations pour tout ça ou bien est-ce que tu es de celles qui apprennent sur le terrain ? Alors, de nombreuses compétences, mais surtout une envie aussi de découvrir et de comprendre le besoin de la personne que j'ai en face de moi et de pouvoir y répondre. Alors, pour répondre à ta question par rapport à ma formation, moi, j'ai fait mes formations au fur et à mesure justement de mes besoins. C'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait la piste de l'art-thérapie et du coup, voilà, j'ai fait une formation à l'Institut de psychologie de Lyon. Ensuite, voilà, j'ai été maman, donc Montessori et ainsi de suite. En fait, je me suis toujours formée en fonction des besoins de mes emplois. De tes emplois, puis de la vie, du coup, de ce que je comprends. Oui, ouais. Ok. Et parmi les métiers que tu as exercés, il semble qu'il y ait toujours un volet créatif et un volet social. Est-ce que c'est une volonté explicite de ta part? Est-ce que c'est un fil rouge qui a guidé ton chemin au cours de ces étapes? Alors c'était pas vraiment une volonté. Je crois que au départ, en fait, c'est un premier travail qu'on m'a proposé et ensuite ça s'est enchaîné. À l'âge de 20 ans, 21 ans, j'animais des ateliers théâtre déjà auprès d'adultes, d'ados et d'enfants et ça a ouvert une voie certainement pour moi. Ça a ouvert une voie de ce que ça pouvait jouer en fait, de ce que le théâtre pouvait jouer. Et mon premier mémoire s'intitulait du jeu au jeu, du jeu GEU au jeu jeu personnel en fait. Donc et puis après au fur et à mesure, alors c'est vrai que j'ai une grosse partie de ma famille qui est dans le social et une autre dans l'artistique. Alors bon, peut-être que je suis un mélange des deux. Possible.
Depuis que je te connais, il y a une autre chose qui m'a frappée, c'est les valeurs fortes que tu portes. Il me semble que tu as la valeur respect qui est profondément ancrée en toi, donc notamment le respect des personnes avec le côté inclusion, et puis la prise en compte du handicap, et aussi le respect de l'environnement. Oui, 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 c'est bien ça, le respect, enfin le respect de soi-même, le respect de l'environnement, le respect de l'autre, de ses besoins. Bah, par exemple, hier j'ai eu un échange téléphonique avec un papa intéressé, enfin, pour qui j'ai fait, enfin pour sa fille, j'ai fait des vêtements et on échange par téléphone et il m'a dit que en fait il avait eu des réflexions de la part de son école, de l'école, des instits, parce que sa fille était toujours habillée pareil. En fait, c'est les seuls vêtements qu'elle supporte, donc il en cherche d'autres, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. Mais en fait, de quel droit cette petite fille, voilà, lundi, mardi, mercredi, les habits sont lavés et jeudi, vendredi, c'est les seuls vêtements dans lesquels elle se sent bien, qui lui permet d'être bien et la réflexion, mais quoi, enfin, elle est toujours habillée pareil, mais et alors quoi? Et alors, pour moi, ça c'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement avant de savoir ce qui se passe, avant de connaître, voilà, la réalité, la situation. Du coup, ce papa m'a dit que bah il s'était justifié, il avait expliqué les troubles sensoriels de sa fille. Et c'est vrai que le respect de soi, je crois que c'est cette notion de respect, elle est quand même venue assez tard pour moi-même parce que ben incompréhension d'un système, incompréhension de ce qui se passe, incompréhension de mon ressenti. Oui, bah, du respect de la nature, l'écologie, pour moi, c'est en fait ça rejoint le respect, c'est-à-dire que la planète. Donc, je vais au maximum chercher et vivre de façon la plus respectueuse possible, en accord avec la nature. Alors, j'en suis pas au point à fabriquer mes savons et tout ça parce que bah il y a des gens qui font ça très très bien, mais et de façon écologique, donc j'ai pas besoin d'en faire. Mais par exemple, l'écologie d'un vestiaire raisonné. Pour moi, ça, c'est vraiment depuis que j'ai créé Nelly Tao et même avant, c'est essentiel. C'est-à-dire que de quels besoins avons-nous vraiment en termes de vêtements. Voilà, on nous fait croire hein, qu'on a besoin de millions de choses, alors que des vêtements basiques, intemporels, classiques, ben ça fait le boulot. Mhm. C'est pas facile de Non? tout dire. C'est pas facile de tout dire d'un coup, tellement, enfin voilà, par rapport à mes valeurs et par rapport à ce que j'essaye de prôner et de faire sentir dans mes créations, puis dans ma façon de vivre ou d'être ou voilà, de travailler. Donc des valeurs fortes comme boussole, mais aussi une approche très créative de la vie. Tu me disais avant l'enregistrement que pour toi, la créativité, c'était pas seulement un moyen d'expression, mais c'est aussi un formidable levier pour trouver des solutions aux problèmes. Bah ouais, tu tu l'as bien résumé. Bah oui, 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 c'est-à-dire que la créativité, c'est comment trouver des choses pour se simplifier en fait la vie et se simplifier le quotidien, par exemple. Voilà, c'est bah, avec mon fils, hein, du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Trouver des solutions, voilà, pour les vêtements, pour les lacets, pour les chaussettes, trouver pour le quotidien. Et puis dans mon travail d'éducatrice aussi, comment est-ce que cette personne-là, elle va pouvoir être mieux en société. Voilà, créer des outils pour pouvoir améliorer son quotidien. Et c'est vrai que bah, ça rejoint un petit peu en fait ma formation, c'est que j'ai créé au fur et à mesure de ma vie mes recherches d'emploi, mes formations en fonction de mes besoins.
c'est un fil rouge en fait, en fonction de ce que moi j'avais envie, de ce que j'avais besoin, de ce que je voyais. Et, ah ben tiens, j'ai besoin de travailler tel domaine, bah je vais chercher voilà pour pouvoir augmenter ma créativité, développer mes compétences. Oui, donc tu as construit ta vie au fur et à mesure avec cette créativité qui t'a permis d'aller chercher voilà, ce dont tu avais besoin au moment où tu le rencontrais, quoi. Ouais, 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 ouais. Parce que, en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, hein. Voilà, gamine, j'avais aucune idée. J'avais pas un chemin tout tracé dans la tête, même adolescente, même encore à 20 ans. Et puis là, je m'engage, je fais encore un virage professionnel, et puis je sais pas jusqu'où il ira. Je pensais que le dernier virage, c'était le dernier, et puis en fait, non, il y en a encore un. C'est comme ça. Je crois que c'est un besoin fondamental aussi de pouvoir avancer et d'imaginer, de créer, d'aller chercher les réponses là où elles sont. Voilà, moi, je me suis jamais imaginée gamine, par exemple. Avoir une vie, une maison, des enfants, un mari, enfin je voyais pas l'intérêt en fait, je comprenais pas. Après je respecte tout à fait, c'est pas du tout le problème, c'est que moi voilà, si j'ai pu répondre bah oui, j'ai un mari, des enfants, mais c'est vraiment pour faire comme tout le monde et puis en fait, je fais pas du tout comme tout le monde quoi. Tu fais pas comme tout le monde, tu es une personne assez originale et je crois que tu as eu la chance de grandir dans un milieu familial justement, qui laissait cette place-là à l'originalité et qui était, assez favorable à la création. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton enfance et ton environnement? Alors, mon papa dessinait, peignait, faisait du modelage. Ma maman a fait les beaux-arts et de la couture. Donc deux univers artistiques mais différents. Voilà, mes parents divorcés quand j'étais très jeune, donc du coup vraiment ils ont chacun développé leur univers, chacun de leur côté. Et voilà, moi j'ai toujours vu bah ma maman dessiner un peu et puis voilà faire de la couture. Mon papa aussi dans le sens où c'était un créateur. Il a écrit deux livres et voilà, il voulait écrire une histoire, bim, il écrivait, il la retravaillait, il faisait voilà, il faisait un livre. Il y avait pas d'interdit. En fait, il y avait pas bah non, fais pas ça, c'est pas bien, ou alors mais non, il faut que tu aies un travail pour gagner de Mmh. l'argent. Ouais. Il y a jamais eu cette notion-là en fait. Mon papa, quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, bah ouais, super, vas-y, à fond, voilà, soutenu. Et je suis sûre que maintenant, quand il verrait, voilà, le parcours et puis la création de Nel et Tao, il serait ravi de voir, voilà, ce que je peux faire avec ces héritages. Du côté de ma mère, c'était plus la couture. Bah, mon grand-père dessinait très très bien, mon grand-père maternel. Mais enfin moi je dessine pas en fait, je dessine très peu, très mal je trouve. J'ai un complexe par rapport à ça. J'ai jamais appris et crayonne, je crayonne mes modèles, mais c'est tout. OK. En tout cas, c'est une chance, d'avoir grandi dans un tel environnement. Il y a de nombreuses familles où l'art et l'expression de soi sont au mieux considérés comme des activités, légères et distrayantes, mais très souvent aussi comme une perte de temps. Est-ce que tu avais conscience quand tu étais petite, que cet environnement créatif, c'était quelque chose de rare et de précieux? Non, 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 franchement non, parce que voilà, j'ai été encouragée hein, dans mes créations hein, de la part de ma mère. À une époque, j'ai fait beaucoup de colliers, beaucoup de perles et de créations de bijoux. Après, bon, c'est passé, je suis passée à autre chose, mais en fait, non, je me rendais pas compte que c'était, même encore maintenant, hein, je me dis, pour moi, c'est tellement naturel, en fait, de permettre à un enfant de pouvoir créer. Dans ma chambre, j'avais un énorme mur en tableau blanc, donc du coup, voilà, tout le monde pouvait venir et puis crayonner dessus, par exemple. Moi, je racontais beaucoup d'histoires, en fait, j'inventais beaucoup d'histoires. Ouais. Voilà, c'était plus mon univers en fait, un univers intérieur où il y a beaucoup de choses qui se passaient quoi, avec beaucoup de personnages, beaucoup de voilà. On voit que ta famille était très créative. Est-ce qu'en dehors de ces exemples familiaux que tu as eus,
Quelles sont tes principales sources d'inspiration dans la vie ou même dans ton travail? J'observe beaucoup ce qui se Oui. passe, j'observe beaucoup mon environnement, voilà les associations de couleurs qu'il y a dans la nature. Voilà, je regarde pas mal de choses, je pose des questions. Dans mon atelier, il y a tout le temps de la musique. Alors, est-ce que ça fait partie d'une source d'inspiration? Je sais pas. Eva, je sais que tu t'exprimes aussi beaucoup avec des mots. D'ailleurs, tu nous as parlé des histoires que tu aimais raconter. Je sais que tu aimes écrire et tu le fais bien. Si tu devais choisir 5 mots pour décrire ta personnalité, ce serait quoi? Alors, 5 mots. Alors, c'est assez réducteur et en même temps ouvert. Enfin, je trouve, hein, puisque du coup, ça permet de donner pas mal de facettes de ma personnalité, parce qu'on est des êtres complexes. Donc, du coup, la première chose qui me vient, c'est quand même, voilà, atypique et hors norme. On peut les mettre ensemble, hein, voilà, atypique par ma façon de penser, ma façon de vivre, hors norme. Je rentre pas dans beaucoup de cases en fait, telles que la société nous les dicte, hein, nous les impose. Je suis quelqu'un de d'observatrice. Je suis une personne observatrice, contemplative. C'est quelque chose chez moi qui est important parce que j'aime beaucoup regarder mon environnement, ce qui se passe, les gens. Je m'en inspire aussi. Voilà, je me laisse imprégner de l'univers et même si parfois je peux être speed, j'aime quand même bien regarder ce qui se passe. Voilà, de prendre du recul. On peut dire que je suis curieuse aussi, voilà, une curiosité de la vie, curiosité de l'environnement. Alors pas curieuse dans le sens où je vais chercher à connaître les derniers potins et tout ça là des gens, ça m'intéresse pas, c'est pas de la curiosité pour moi. Curiosité, c'est de continuer à apprendre, de chercher le savoir, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passe, les rouages internes, les rouages externes. Voilà, moi j'adore avoir des discussions avec mon fils quand il me parle scientifique et quand on regarde des vidéos scientifiques tous les deux, d'apprendre de nouvelles choses. Après, il me pose des questions, il me colle. Tu sais, quel est l'animal le plus venimeux? Voilà, qui existe. C'est l'anaconda. Et non, c'est pas ça. C'est la méduse Kubo. Voilà. D'accord. Alors, ma fille n'a pas les mêmes sources que ton fils. Ah, d'accord, ok. Ils ont pas les mêmes. Bon, ouais, bah écoute, je vais lui en parler, hein. Voilà. Tu Ça demanderas à ta marche. fille aussi ce qu'elle en pense de la méduse Kubo. Je pense que je suis quelqu'un de créatif. Voilà. Je crois, oui. Dans le sens où voilà, je vais créer, je vais chercher à créer des choses et puis dans plein de domaines en fait, dans plein de domaines différents. J'aime bien voilà imaginer et du coup cette créativité, elle est plutôt éclectique. C'est pendant 3 mois, 4 mois, je vais faire qu'une chose, je vais explorer à fond ce domaine-là et puis après je vais changer. Voilà, quand j'ai commencé à numériser des dessins pour broder hein, sur les vêtements, bah du coup j'en ai fait plein, 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 voilà, parce que je voulais explorer à fond comment ça fonctionnait. Et je suis joueuse aussi. Je pense que c'est un de mes caractéristiques. J'aime beaucoup jouer, alors à des jeux de société avec mon fils, voilà, chercher parce que du coup ça rejoint le côté réfléchi ou la réflexion. Alors ok les jeux de hasard, mais sur plateau, hein, je suis pas trop loto et tout ça, mais ouais, j'aime bien jouer, puis dans la vie aussi, à essayer des choses et puis voir si ça marche et ça fait partie du jeu en fait. J'ai eu la chance du coup, de te voir écrire très régulièrement puisque tu participes à mon cercle d'écriture et mastermind. Euh, Vu la richesse de ton monde intérieur et ton approche créative qui est déjà hyper riche, hyper fournie, qu'est-ce que tu viens chercher dans ces ateliers d'écriture?
Alors, c'est simple, en fait, c'est une désacralisation, de l'écrit. Dans le côté classique, il y a tous ces auteurs classiques et du coup, à mettre l'écriture sur un piédestal, comme si c'était la forme d'expression ultime et la plus, j'ai pas envie de dire belle, mais riche, enfin, je sais pas. Et du coup, voilà, désacralisation de ça, pouvoir jouer aussi avec les mots. Décomplexifier aussi parce que j'ai longtemps été très complexée par mon écriture, à pas savoir. Je réfléchis énormément et du coup, écrire dans l'atelier d'écriture, le fait que ça soit spontané et qu'on ait un temps donné, eh ben voilà, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix, j'y vais, j'ai pas 10 000 heures à réfléchir si j'utilise cet adjectif plutôt que l'autre. Il y a quelque chose de spontané et voilà, décomplexifié parce que en fait, l'écriture, c'est quand même venu assez tard, en fait, dans ma vie. J'ai toujours pensé que je savais pas écrire, que c'était réservé à d'autres, que c'était réservé à une élite. Et là, du coup, dans l'atelier, moi, ça me fait du bien parce que déjà, bah, c'est un moment pour moi. Voilà, dans le mois, j'ai 2 heures. Enfin, j'ai d'autres petites tranches fenêtres comme ça de 2 heures, mais voilà, ça en fait partie. Puis je suis assez isolée, donc du coup, d'être avec un groupe et puis en visio, moi, ça me fait du bien. Voilà, ça, je garde le côté social quand même avec D'accord. vous. Euh, Ok. voilà. Super, merci. Eh bien, je te propose à présent qu'on reparle de Nel et Tao. Donc, Nel et Tao, c'est une marque de vêtements que tu as créée lorsque tu cherchais des solutions pour l'hypersensibilité tactile de ton fils. On l'a un petit peu évoqué en filigrane depuis le début de ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as décidé de te lancer là-dedans? Ouais, avec plaisir. Voilà, Nel et Tao, bah, c'est né de mon histoire de maman et puis de cette maman créative qui cherche des solutions pour son fils, pour l'aider à s'habiller parce que c'était devenu juste l'horreur en fait. C'était insupportable de perdre du temps le matin ou de pas savoir comment l'habiller. Donc à chercher des solutions et puis le lendemain de voir que ça marchait pas, alors sous forme de jeu, sous forme de cours, sous forme de tel vêtement allait, le lendemain il allait plus, enfin et puis bon, moi j'étais épuisée en fait et puis lui aussi et ce dont je me rendais pas compte c'est que si finalement il acceptait un vêtement bah ça l'épuisait toute la journée donc du coup bah à l'école comment il faisait pour supporter donc toute son énergie elle était prise à supporter les vêtements. Enfin, ça c'est après que j'ai compris ça. Et vraiment, enfin, c'était au bout une semaine particulièrement horrible, mais vraiment, enfin, moi j'étais désespérée de pas trouver et j'étais en montagne en train de me balader. Donc effectivement, l'inspiration peut-être dans la nature vient de la nature. Parce que je cherchais sur Internet des vêtements sans couture, contre la peau, des vêtements doux, des vêtements avec des poches extérieures, enfin voilà, tout un tas de trucs. Et je trouvais rien, il y avait rien. Et mais je me suis dit, mais en fait, tu sais coudre. Mais en fait, vas-y quoi, fais-les. J'en ai parlé à mon fils qui m'a tout de suite il était d'accord. J'ai dit mais il faudrait que tu me serves de modèle quoi. Enfin voilà et il était d'accord. Et j'ai commencé à bricoler des vêtements. Alors j'ai gardé pour la mémoire les premiers vêtements que je lui ai fait. Par rapport à ceux qui a maintenant, ça n'a rien à voir heureusement. Voilà. Mais et du coup, j'ai eu tout de suite un tas d'idées dans la tête. Ben oui, voilà, en fait, là, une forme de pantalon un peu intemporelle, droite, enfin, avec des poches externes, mais je vais rajouter une languette sensorielle dans la poche pour que l'enfant il puisse tripoter son petit fidget tranquillement sans être réprimandé. Tiens, je vais faire des sweats parce qu'il supportait pas les doubles épaisseurs de vêtements, t-shirt plus pull. Tiens, je vais faire des sweats qu'il pourra mettre directement sur la peau. Donc les coutures, je vais les mettre à l'extérieur, elles vont pas nous gêner, enfin le gêner. Et puis des grandes poches kangourou, pareil, allez rebelote, petite languette sensorielle. Enfin voilà, tout un tas de trucs qui me sont arrivés. J'ai pas encore pu tout développer parce que ça prend un certain temps de développer tous les modèles, mais voilà, je commence à avoir une petite base de gamme de vêtements qui me permet de répondre à pas mal de besoins. Et du coup, après avoir eu ces idées, j'aurais pu le garder que pour moi. C'est vrai
vrai. J'aurais pu me dire, bon, ben, voilà, tu fais ça pour ton fils, ok, j'investis dans une machine qui vaut le coup. Et en fait, je fais partie de groupes de parents d'enfants atypiques sur le net, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une question récurrente qui revenait de la part des parents, et ouais, ils supportent pas les vêtements, j'en peux plus avec les chaussettes et tout ça. Et du coup, j'ai lancé l'idée, je fais, est-ce que ça vous plairait? Et en l'espace de 3 heures, j'ai eu 90 demandes de photos, je me suis dit, bon, il y a une niche. Je sais que ça Mhm. sera jamais une grosse marque, mais au moins, il y a une niche. Et si je peux soulager des parents et des enfants le matin, bah, ça serait génial, quoi. Et bah après, bon, bah, c'est le travail de l'entrepreneuriat, déposer la marque, déposer les statuts, micro-entreprise, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Mhm. Et j'y connaissais rien. Et Et j'y- oui, encore une fois, tu as utilisé ta créativité et ta capacité à aller chercher ce qu'il te fallait. Ouais, c'est ça, voilà, à apprendre, voilà, et je continue à apprendre, et c'est ça qui est génial, quoi. Du coup, voilà, ce que tu nous disais, c'est que tu as trouvé des solutions pour éviter les étiquettes qui grattent, les coutures qui frottent, les zips qui font mal ou qui sont sur la peau, qui sont froids, etc. Euh, pour évoquer les créations de Nelly Tao, tu utilises parfois l'expression de design social. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce que tu as en tête? Alors c'est pas moi, mais j'ai trouvé que ça me correspondait bien en fait. Voilà, je l'ai entendu de mes créations. Ben, je trouve que ça correspond bien parce que du coup, ben j'essaye de faire quelque chose un peu stylé, design, voilà, par rapport aux associations de couleurs. Même si les formes sont intemporelles, parce que du coup c'est très important pour moi de garder toujours les mêmes formes de vêtements. C'est-à-dire que chez moi, un vêtement, on va le retrouver tout le temps, même s'il y en a d'autres qui arrivent sur le site internet. Je sais que mes clients depuis 4 ans, ils peuvent avoir le même pantalon, avoir les mêmes caractéristiques, et ça c'est vraiment très important pour moi, qu'il soit rassuré que l'enfant il sait que quand il va recevoir son pantalon Nelly Tao, ce sera toujours le même. Donc design et social du coup par ce côté-là où je suis en lien avec l'humain, avec le côté avec l'autre, et quelque chose d'abordable dans dans la forme. Moi, c'est comme ça que voilà, quand on me l'a dit, c'est comme ça que je l'ai compris, et je me suis dit, ah, mais ouais, ça correspond bien à ce que je propose, en fait. Du coup, si on veut en dire un petit peu plus sur la marque Nelly Tao, quel type de produit, quel type de vêtements tu proposes et combien tu as de modèles différents? Alors, j'ai deux types de pantalons, j'ai deux types de t-shirts, je dois avoir trois types de sweats, deux bermudas, un short, et j'ai une robe hiver et une robe été. Voilà, c'est voilà, avec les deux mêmes types de tissus, un tissu en sweat avec l'intérieur gratté qui est tout doux contre la peau, et du jersey coton élastane et coton bio, le plus possible certifié GOTS, parce que du coup ça rejoint mes valeurs environnementales et sociales, de respect de l'humain et de la planète. Ce sont les seules normes GOTS qui va vérifier le travail en fait des gens. Le côté éthique Oui, ouais, du travail, ouais, ouais, d'accord. ouais. Et donc tout ça, c'est toi qui fais tout toute seule dans ton atelier? Ouais. Ouais, je fais Super. tout, oui. Ouais, je fais tout. Je me suis fait aider au début d'une amie styliste, parce que en fait je savais pas comment on faisait pour monter une gamme de vêtements, donc voilà, elle m'a expliqué. On a un peu bossé ensemble le début. Elle m'a montré les bases du patronage. Voilà, c'était voilà au tout début pour pour le lancement. Et maintenant, voilà, je fais toute seule. Je lui ai dit ce que je voulais. Et voilà, donc je fais le patronage, je fais les vêtements, je fais tout ce qui est aussi réseaux sociaux, la com et l'administratif, la comptabilité. Enfin voilà, j'ai vachement de casquettes en fait. Ça tombe bien. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe pour tes clients pour te commander un vêtement? Tu as des tailles standards comme dans le commerce? Comment on choisit les couleurs, les tailles, etc. Alors
sur le site Neletao, voilà, tout est expliqué, tout est possible. Après, moi, je suis disponible auprès de mes clients, sans aucun engagement de leur part, mais j'ai remarqué que s'ils viennent me voir avant et qu'on discute et qu'ils me présentent la problématique en fait de l'enfant et les difficultés qu'ils ont, je vais pouvoir les diriger sur tel ou tel modèle et les conseiller. Parce que en fait, si l'enfant reçoit un vêtement qui ne convient pas, après essayer un autre vêtement, ça sera encore plus compliqué. Donc du coup, il faut pas attendre en fait, parce que mon conseil, il s'arrête pas aux vêtements. Il y a un tas d'autres petites astuces que je peux communiquer, et puis par rapport à mon parcours aussi et au parcours de mon fils, je peux aussi les conseiller et les guider dans leur démarche. J'ai des clients régulièrement qui ne passent plus par le site, ils m'envoient un mail. Oui, je veux le même que la dernière fois, même taille, même couleur. Donc du coup, bah, je recherche dans mon fichier et puis voilà. Et puis du coup, voilà, ça, on n'est même plus obligé de passer par le site. Mais c'est vrai que c'est quand même une vitrine et ça montre, voilà, les possibilités pour mixer les couleurs, pour voir les modèles portés, pour voir. Parce que toi, tu proposes de toute façon du sur-mesure. Alors, il y a des modèles effectivement qui sont déjà, tu as entre guillemets en stock et qui ont déjà une taille bien particulière et puis des couleurs que tu as choisies, je suppose, toi-même. Et puis à côté de ça, on peut tout combiner comme on veut. Ouais, alors j'ai une partie en stock, effectivement, une partie de vêtements en stock. Donc là, c'est tel quel. Sinon, toutes les commandes, je ne fabrique qu'à la demande. Je ne fais pas de surstock parce que bah déjà ça coûte cher et puis ça prend du temps. Donc voilà, il faut que le client soit un tout petit peu patient pour me laisser le temps de créer le vêtement, de le confectionner. Donc tout ça dans des tailles standards, hein, de 4 à 12 ans et en taille adulte. Et après, je fais du sur-mesure. Effectivement, j'adapte un vêtement aux morphologies et aux dimensions, voilà, aux mensurations de l'enfant. Ça c'est vachement important parce que ben moi dans le côté hors norme physique, dans les magasins je trouve jamais en fait, parce que sur moi j'ai trois tailles différentes entre le haut, la taille et le bas. Je varie de deux tailles, deux trois tailles même. Et bah, les enfants, il y en a qui sont petits tout minces, il y en a qui sont grands et plutôt costauds, il y en a qui sont ben, un 6 ans va pas aller à tout le monde. Du coup, voilà, ça c'est, enfin voilà, l'enfant, il faut qu'il se sente bien dans ses vêtements parce que on a tous eu un truc qui nous gratte autour du cou, une manche qui était trop courte ou alors trop longue, qu'il faut retrousser, un banc de pantalon où il faut faire quatre ou cinq revers pour que ça aille à la taille, ou au contraire, bah, ça nous arrive au-dessus de la cheville. Du coup, voilà, je propose ça. Voilà, ouais. Le sur-mesure, adapté et personnalisé. Du coup, ouais, c'est un aspect, j'en ai pas parlé. La personnalisation du vêtement, donc c'est choisir ses propres couleurs, choisir la couleur aussi des coutures externes, parce qu'elles peuvent être, voilà, en camailleux, en, voilà, différentes couleurs. Et il y a une partie quand même très importante pour aider les enfants à mettre des pulls au moment des transitions de saison, c'est des broderies à l'effigie d'un centre d'intérêt de l'enfant sur la poche kangourou des sweats ou de la robe. Ça, c'est quelque chose qui est très motivant et qui pousse à l'autonomie de l'enfant, en fait. Et les sweats, on peut les mettre directement sur la peau. Voilà, ils sont tout doux. Et en plus, bah, il y a l'image du camion de pompier adoré dessus. Et du coup, l'enfant est content et le parent aussi parce que du coup, son enfant a quelque chose d'un petit peu chaud sur le dos. Oui. Donc, ça n'a pas juste une vocation esthétique, tout ça, c'est vraiment aussi avec une dimension de faire grandir l'enfant en autonomie. Non seulement il se sent bien, mais en plus il apprend à s'habiller tout seul, puisque ça peut être aussi une difficulté. Ouais, ouais, c'est ça. C'est lier les deux, en fait. Voilà, c'est vraiment question esthétique parce que c'est très joli et puis en même temps,
Voilà, c'est ça. Le côté de le faire grandir, gagner en autonomie. Bah le sweat, il sait que c'est devant parce qu'il y a la poche qui est devant. Le pantalon, il sait que c'est le devant parce qu'il a les deux poches plaquées devant aussi. Le t-shirt, bah, il y a le petit logo Neletao qui est brodé devant aussi, donc il sait que c'est là. Il y a tout un tas de petites astuces comme ça quand j'ai imaginé les vêtements pour aider à l'autonomie, ouais. Voilà, c'est important pour moi de véhiculer ces valeurs et ça c'est mon côté éducatrice en fait. Tu nous disais tout à l'heure que créais régulièrement de nouvelles choses, de nouveaux produits, et puis aussi que tu faisais des améliorations au fil de l'eau. Par exemple, il y a eu l'ajout de fidgets, ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a une actualité particulière, une innovation ou quelque chose dont tu voudrais nous parler? Moi, j'ai toujours en tête de développer un sweat à capuche, enfin un gilet à capuche amovible avec le fidget sur le côté. Mais là, ça demande une technicité que je maîtrise pas encore. Et sinon, oui, le sweat à capuche. Un sweat à capuche comme il y a déjà sur le site, comme le Joe ou le Jim, mais avec une capuche. Bon, après, j'aimerais bien pouvoir faire une petite jupe aussi. Pourquoi pas une nouvelle robe. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées en fait. Donc, développer Neletao avec des nouveaux produits. Du coup, je sais que je vais devoir acquérir des nouvelles compétences techniques. Et puis, bah là, en ce moment, je travaille sur mon site. Voilà, ça fait 2 ans qu'il existe. Et je pense qu'un petit coup de jeûne, un petit coup de rafraîchissement, ça va lui faire du bien. Et je travaille avec Aurélie Merlin, qui est EX designer. Et voilà, donc on travaille ensemble voilà, que mon site soit plus facile. Donc du coup, bah, je suis à fond dedans, puis j'apprends, du coup, je continue à apprendre comment ça fonctionne. Si on revient donc à la naissance de Neletao, on a parlé des troubles sensoriels de ton fils. Je crois que tu en as eu toi aussi, voire peut-être que tu en as encore aujourd'hui. Tu m'as expliqué que l'exploration des difficultés de Tao t'a aussi éclairé sur tes propres fonctionnements. Est-ce que tu souhaites un peu nous parler de ces parcours-là que vous avez eus avec Tao? Ouais, avec plaisir, parce que ça met en lumière, ça a mis en lumière un comportement chez moi que je pensais complètement inadapté et que je devais absolument changer en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pourrais rien y changer. Et ça m'a soulagée. Ben, oui, ben, mon fils a été diagnostiqué avec des troubles du spectre de l'autisme, puisque du coup on n'est plus sur de l'autisme mais sur un spectre, et avec un TDAH, donc un trouble de l'hyperactivité, avec un trouble attentionnel et de l'hyperactivité, avec d'autres choses associées mais qui sont pas considérées comme un handicap. Donc oui, on a la dysgraphie, la dysorthographie, hein, voilà, et d'autres choses, voilà. Donc un package, quand même un pack assez conséquent, hein, dans lequel il faut un peu déblayer tel comportement appartient à telle chose ou telle autre chose. Ben, ce qui m'a amené, ben, un moment, voilà, justement pour m'aider à déblayer tout ça, ben, j'ai fait une formation Barclay, voilà, dans la série des formations un peu à droite, à gauche pour pouvoir, voilà, développer mes compétences et comprendre au mieux ce qui se passe. Et du coup, voilà, 2 ans après ces diagnostics, hein, qui ont été assez compliqués à obtenir jusqu'à ce que j'ai enfin la bonne adresse, enfin la bonne personne dans mon secteur qui puisse faire un diagnostic. Moi, j'ai été extrêmement soulagée. Bon, j'ai beaucoup pleuré aussi, hein, voilà, j'ai beaucoup pleuré parce que c'est vrai que même si je le savais au fond, il y a quelque chose qui est posé, les choses se posent et ben, on sait que c'est irréversible en fait. Voilà, hein, c'est pas comme un rhume, clairement. Et du coup, apprendre à vivre avec, apprendre à du coup l'accompagner.
dans ces difficultés. Et dans cet accompagnement, il me posait... moi, j'ai toujours beaucoup parlé avec mon fils, à lui expliquer les choses. Et du coup, dans cet accompagnement, mon fils me posait des questions auxquelles je répondais le plus sincèrement possible. Mais je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que je lui répondais, je disais... Alors, dans la vie, dans la société, c'est comme ça. Mais toi, je sais que pour toi, c'est comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, les réponses que je lui apporte, bah, j'aurais bien aimé les avoir, moi, à son âge. Mhm. C'était des questions que j'aurais bien aimé pouvoir poser, mais en fait que j'osais pas parce que voilà, malgré cet univers quand même créatif, la parole, elle n'était pas libre. Et donc j'étais pas libre de poser les questions. Et c'est avec mon fils, je me suis rendu compte que dans pas mal de domaines, on avait un fonctionnement similaire. Et c'est là où, voilà, j'ai fait des recherches déjà pour moi, voilà, à lire des choses, des bouquins, voilà, c'est ce que je fais en premier. Écouter des podcasts, lire des bouquins, poser des questions, enfin voilà. Et puis j'ai dit, bah, je vais m'engager dans un diagnostic pour moi, pour savoir si moi aussi j'ai un trouble. Il y a des choses qui t'ont mis sur la voie, je suppose. Alors, tu dis les discussions avec ton fils, c'est peut-être aussi, tu me disais que tu t'es toujours un petit peu senti décalé par rapport à tes camarades de classe, à certains fonctionnements, à certains. C'est ça, oui, oui, à me rendre compte qu'en fait, les intérêts des autres, bah, ça m'intéressait pas, moi. Voilà, les discussions sociales, ça m'ennuie énormément, que j'aime bien, voilà, être toute seule, où je me suis toujours sentie en décalage dans un groupe. Alors, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça, mais vraiment à une incompréhension, en fait, une incompréhension de ce qui se passe autour de moi mais pourquoi, en fait? Pourquoi ils agissent comme ça et qu'est-ce qui se passe et puis voilà, oui, pas avoir envie d'une vie comme beaucoup de gens ont, mais vraiment pas du tout avoir envie, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Tu allais ajouter quelque chose? Pardon? Ouais, enfin, c'était par rapport à ce diagnostic. Et du coup, voilà, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, peut-être 3 maintenant, je sais plus. J'ai commencé un diagnostic pour moi qui a révélé aussi un trouble du spectre de l'autisme. Et du coup, c'est un soulagement aussi parce que je n'ai plus à lutter. Je n'ai plus- T'as eu des clés de compréhension et ça, voilà, ça t'a soulagé, ça t'aide au Oui. quotidien. Alors oui, oui, puis ça, je l'ai tout de suite accepté. Il y a d'autres choses qui ont été révélées où je me dis où j'ai encore du mal à l'accepter et à le comprendre et à me dire oui, ça me correspond. Mais bon, la vie faisant son chemin, je, je vais y arriver. Ok. Mais voilà, ouais, avoir des clés et pouvoir me dire en fait, c'est pas de ta faute, quoi. Arrête de vouloir te changer. Les autres ne savent pas mieux que toi ce qui te correspond. C'est vraiment le truc où moi j'essayais de me mouler en fait. J'essayais de me mouler et que je pensais que toujours l'autre avait raison. Et ce qu'il pouvait dire, ben oui, en fait, comme j'ai toujours douté en fait des choses, voilà, enfant, ado et en fait, ben non. En fait, personne n'a le droit de me dire ce que j'ai le droit de ressentir ou pas. Personne n'a le droit de me dire ça, en fait. Ouais. Si je suis légitime ou pas dans mon ressenti. Ça, c'est énorme, ça, effectivement, de pouvoir accepter enfin, parce que le ressenti, il est tel qu'il est, tu n'y peux rien, et du coup, Mm. de t'autoriser à ressentir ce que tu ressens, ça doit Oui, être effectivement énorme, ouais. ouais, 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 ouais. Et du coup, de le laisser place à ma sensibilité, à mon hypersensibilité, voilà, rien qu'en te parlant, voilà, j'ai les larmes aux yeux, et je sais à présent que quand il y avait des choses qui me bouleversaient émotionnellement, que j'étais obligée de me couper en fait de mes émotions. Je m'autorisais pas, et du coup, maintenant, je m'autorise à laisser ma sensibilité parler, mon émotion, et ça fait partie des grosses différences. Eh bien, merci beaucoup, Eva, pour ce partage. On a beaucoup parlé de ton parcours et de cette créativité, et de toutes ces envies sur ton chemin. Si on se projette vers le futur, est-ce qu'il y a des projets ou des rêves que tu aimerais concrétiser
dans les années à venir? Alors oui, il y en a, mais en fait, je me laisse aussi quand même, beaucoup, la liberté, de voir ce qui arrive. Voilà, des rencontres en fait, tu vois? Voilà, il y a plus d'1 an, on s'est rencontrés et du coup, bah, je j'avais pas projeté, de faire, enfin voilà, de faire, de l'écriture telle qu'on le fait. Mais Mmh. il y a quand même quelque chose, j'aimerais, d'un point de vue, perso, emmener mon fils au Japon. Voilà, ça c'est un Mmh. projet, tous les 2, je pense que ça serait un défi assez important. À court terme, faire, enfin voilà, faire des voyages avec mon fils. J'ai très envie de ça, d'un point de vue, personnel. J'ai envie de continuer Nel Tao, voilà, même si, je gagne pas d'argent. Là, pour l'instant, je ne génère aucun salaire, donc mais continuer malgré tout et pourquoi pas, après ou en parallèle, je sais pas, être père aidant dans les entreprises pour les personnes, autistes, en fait. D'accord, waouh, plein de beaux projets encore. Ouais et puis je sais pas quoi d'autre, on verra. Et ton fils, il en dit quoi du voyage au Japon? Beh, ça vient de lui, voilà. Ouais? Parce que les Pokémon ont été, créés, par un Japonais, donc comme c'est un grand fan, c'est lui qui m'a demandé, de faire un voyage là-bas. Donc on sur mon site, j'ai fait un article là-dessus où, il y a une sensibilisation, surtout, à l'art culinaire japonais, puisque du coup, c'est quand même un gros, voilà, l'alimentation, fait partie des gros challenges, quotidiens. Voilà, donc lui, il est complètement ravi, il voudrait déjà y aller, mais pas encore, voilà, parce que c'était très cher. Et du coup, cet été, pour pouvoir faire commencer un petit voyage et pouvoir se dire, bah voilà, comment on se débrouille tous les deux à l'étranger, on va à Londres. Vous allez aller manger dans des restaurants, japonais? Je sais pas, on verra. On OK. verra. Mais oui, l'alimentation aussi, en Angleterre, ça risque de, voilà, il va être mis, à rude épreuve et il va devoir s'adapter, donc ça c'est génial, quoi. De toute façon, les voyages, pour, permettre à une personne, porteuse de troubles autistiques, l'adaptation, c'est un super moyen. Il faut avoir les moyens, mais on va se les donner pour cet été. Super. Eva, comme je te le disais tout à l'heure, ton parcours, ta personnalité, sont très inspirants pour moi et pour d'autres, j'en suis persuadée. Il y a de nombreuses personnes qui n'osent pas vivre en suivant leur propre voie comme toi tu le fais, ou qui sont tentées par l'entrepreneuriat mais qui ne se lancent pas. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais leur donner? Oh là là. Un conseil? J'aime pas donner des conseils en fait, parce que vraiment chacun fait en fonction de qui il est et de ce qu'il ressent et du coup, dire, bah, faire comme ci ou comme ça, je suis pas très bonne là-dedans. Bah, déjà, j'ai pas envie moi j'aime pas qu'on me le fasse, voilà. J'aime pas qu'on me donne des conseils. Moi, quand on me donne un conseil: «Oh mais si j'étais toi, je fermerais mon manteau». Bah ouais, justement, mais tu pas moi, quoi. Voilà, donc du coup, c'est compliqué, de donner un conseil. J'ai plutôt envie de dire, en fait, si la façon dont vous vivez vous convient fondamentalement, il y a aucun souci, mais si, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas juste, vous êtes pas à la bonne place, ou que vous voilà, que c'est pas juste, il y a quelque chose qui grince, vous voyez, on a des enrouages comme ça, là, ça coince un peu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir, en fait, sur, une façon de vivre, sur une façon de réfléchir, une façon de voir le monde. Tout le monde ne pas forcément faire de l'entrepreneuriat, mais ne serait-ce que de réfléchir à sa façon de vivre et de voir les choses, et il y a des personnes que je suis en podcast qui vivent très bien le fait d'être mariées, des enfants, mais leur atypisme ou leur entrepreneuriat se manifeste, différemment ou leur créativité, elle se manifeste, différemment. Pas obligé de créer une entreprise, en fait. Ouais, donc des conseils, c'est quand même pas évident.
C'est peut-être ça le conseil du coup, d'aller creuser là où s'il y a comme tu disais, s'il y a quelque chose qui coince ou quelque chose qui est pas confortable. Ouais, si on sent qu'on n'est pas à la bonne place, hein. Nombre de fois où, ne serait-ce que dans une soirée et d'être avec des gens, mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'ai rien à faire avec ces gens-là, bah de s'autoriser à partir. Je sais pas si c'est un super conseil. De s'autoriser, si, je crois que c'est un bon conseil. S'autoriser une fois dans la journée de pouvoir être à la bonne place pour soi-même dans son corps. Merci beaucoup pour ce conseil. On arrive gentiment à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Eva pour cet échange. Je laisserai tes coordonnées, notamment le site de Nel et Tao dans la description du podcast. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain atelier d'écriture et mastermind. Je te laisse la parole pour le mot de la fin. Quel sera ton mot de la fin, Eva? Je pense que ce que j'ai envie de dire, ça continue un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, et écouter ses besoins et d'ouvrir les yeux et d'écouter ses besoins. Je pense que si tous les jours on pouvait écouter nos besoins un petit peu, je sais que c'est pas toujours possible tout le temps, mais écouter ses propres besoins tous les jours un petit peu permettrait également d'écouter ceux des autres et de pouvoir les respecter en fait. Merci beaucoup, Eva. Merci Marie-Laure. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.